Bienvenue à la Médiathèque musicale de Paris. Je sais qu'il y en a qui sont là pour la première fois et tant mieux. C'est une bonne raison d'avoir fait ça déjà. On a fait depuis 10 jours cette exposition autour de la librairie musique, au départ en parallèle avec le festival Fame, qui était un festival qui se déroule à la Gaîté Lyrique, qui durait 4 jours, qui est un festival de films sur la musique. Et donc on a discuté avec eux sur la possibilité d'imaginer quelque chose ensemble. On s'est dit, bon bah voilà, library music, la forme initiale en tout cas une des formes de musique à l'image, et comme on avait une belle collection ici, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de lancer ça. Chez nous, on a une collection d'à peu près 650 disques de ce qu'on appelle la library music, qu'on va peut-être définir ensuite, qui sont dispersés sur une quarantaine de séries ou de labels. On n'en montre que quelques-uns évidemment ici. L'idée, c'est de montrer un petit échantillon des plus connus, faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, ce qu'est la library music, que c'est une série des séries de disques et non pas un style de musique. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est permis de contacter Télémusique en la personne de Rémi Agostini, qui nous fait l'amitié et le plaisir de jouer le jeu ce soir de cette rencontre. D'une part, pour nous parler, l'année dernière, il y a le livre sur les 50 ans de Télémusique qui est sorti, qui est dans le coin. On l'a sorti tout à l'heure. De toute façon, il y en a juste derrière. On vous fera passer ensuite, ou pendant d'ailleurs la discussion. Mais c'est aussi un label qui existe toujours, qui n'a jamais cessé depuis 50 ans, et c'est ça qui nous intéressait. C'est évidemment le côté historique, puisque c'est un des labels emblématiques, en tout cas un des labels français emblématiques de la library music, mais aussi parce que c'est un métier qui continue encore aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, ça m'intéresse tout autant que l'histoire. Peut-être que tu peux, même si je pense que les gens qui sont là ce soir connaissent un peu l'histoire du label, mais pour ceux qui peuvent écouter en ligne cette conférence, présenter en quelques mots, te présenter et puis avec joie. Ton métier. Oui, merci déjà de m'accueillir ici, merci d'être venu, c'est très cool de votre part. Télémusique est un label de librairie musicale. Ce qu'on qualifie de librairie musicale en France, on en a discuté tout à l'heure, est un mauvais anglicisme, une mauvaise traduction de library music, qui est en fait un terme dévolu aux musiques à l'image ou à l'illustration sonore. Ce sont des musiques qui sont composées à l'avance par des compositeurs, interprétées par des interprètes qui sont souvent les auteurs-compositeurs de ces musiques, et qui sont mises à disposition de professionnels de l'image ou du son, afin d'illustrer un propos, des images, et d'agrémenter le discours, ou en tout cas de souligner des choses, ou d'être utilisé à contre-emploi, enfin vraiment d'être en adéquation avec le discours du monteur ou du réalisateur. Donc ce sont des titres qu'on enregistre à l'avance, comme je l'ai dit, qui sont distribués à des professionnels et sur un modèle économique qui se base sur la diffusion de ces œuvres au grand public, que ce soit via des canaux de diffusion classiques comme la télévision ou la radio, ou les performances live, enfin voilà. Et donc vous avez fêté l'année dernière les 50 ans d'existence. Il y a plusieurs articles qui sont parus à cette occasion-là. Dans l'un de ceux-là, on dit que c'est un ancien, c'est résumé en disant que c'est un des anciens, je sais plus, vendeurs d'électroménagers, ou je sais plus, qui sont lancés là-dedans, dans Gonzaï. C'est pas dit comme ça, mais c'est un petit peu ça. En réalité, Roger Tocars était cadre dans l'électroménager à l'époque. Et il est parti en Angleterre faire une sorte d'année de césure dans laquelle il a rencontré des gens qui travaillent dans un label de musique à l'image, donc de librairie musique, qui s'appelait JW Media. Ce métier existait en Angleterre depuis les années 30, avec De Wolf. Et il a compris ou cru comprendre ou capter une espèce de modèle qu'il pouvait importer en France. Il est revenu en France avec des disques de JW Media et une autorisation de sous-édition de ce catalogue. Il a commencé à le proposer à la télévision publique à l'époque, à l'ORTF, pour illustrer des propos, et ça a commencé à prendre, enfin à la télévision et à la radio publique, qui était l'ORTF à l'époque. Ça a commencé à plaire, et puis finalement, on connaît tous l'histoire et la part qu'ont pris ces médias dans la vie des Français. Ils sont devenus prépondérants avec de plus en plus de messages, avec une autorisation de publicité, donc avec de plus en plus de contenu vidéo qu'il fallait illustrer. Et du coup, le métier a pris son essor à partir de ce moment-là. Donc finalement, il a réussi à précéder la demande, à créer une offre, ou à sentir que que la demande de télévision, ça devait exister avec la radio, j'imagine. Alors,
très léger. Je pense qu'il y avait un air du temps. Je pense qu'il a importé en premier ce métier en France. Et il y a un concours de circonstances et aussi un petit facteur chance qui est que la publicité a été autorisée à l'ORTF 1 an après la création de Télémusique. Et donc ils étaient présents sur ce média avec une proposition musicale préexistante à un moment donné où des annonceurs devaient communiquer très rapidement et devaient s'adapter à produire des messages publicitaires le plus rapidement possible, puisque personne n'était équipé pour à l'époque. Et du coup, quand il avait conceptualisé ça, mais comment il a trouvé les premiers musiciens finalement? Est-ce qu'il est rebondi sur l'héritage anglais qui eux-mêmes ont pointé des musiciens qui pouvaient faire ça? Il a créé son écurie lui-même ou... Alors, en fait, suite à des discussions avec JW Media Music et suite aussi à il était évidemment mélomane, il était baigné dans le milieu du disque, je pense qu'il a très vite compris que JW Media lui ont fait passer le message qu'en fait les meilleurs musiciens pour pouvoir produire ce genre de titres et pour pouvoir les composer étaient des musiciens de studio. Donc il est allé faire le tour des studios de Paris, notamment dans un studio qui s'appelle CBE, qui est rue Championnet. Et il l'a proposé à des musiciens au milieu de leur séance, composer et enregistrer de la musique pour le fond de son catalogue, de la musique que lui pensait pouvoir exploiter derrière et proposer à des clients. D'accord, donc il est allé voir des musiciens dans d'autres studios et a profité des séances qui existaient déjà en fait pour créer ses premiers... Tout à fait, ouais, il est allé en fait à la sortie des studios draguer entre guillemets des musiciens pour leur demander s'ils n'étaient pas motivés pour entre deux séances faire de la musique qui pourrait passer à l'image ensuite. Et ça par exemple ça a donné les tout premiers disques ou Scarlatti Sound, c'est une autre histoire ou c'est vraiment ça justement? Non, c'est vraiment ça. Alors Raymond Guyot, après, c'est un personnage un petit peu particulier qui avait déjà pignon sur rue, qui avait déjà commencé une carrière, qui en 66 était pas non plus, alors était bien plus jeune qu'aujourd'hui et il est encore en vie, mais qui n'était pas très jeune. Enfin, il faisait pas partie des juniors du roster de Télémusique, mais je pense que je ne connais pas le détail de la rencontre entre Roger et Raymond sur la création et ce qui a suscité cette envie de créer ce premier album. J'imagine en fait que Raymond Guyot avait déjà une petite expérience dans ce domaine-là et que Roger a entendu parler de Raymond Guyot et de son expérience et qu'il s'est dit bon, je vais essayer de contacter un cadre de l'époque et qu'il a fait appel à Raymond Guyot qui a dû être emballé par l'idée et puis il a composé cet album. Et est-ce que c'est un projet, une idée qui a rapidement fonctionné, c'est-à-dire qui a trouvé des débouchés immédiats? Ouais, immédiats. Comment il a réussi Parce En fait, Roger raconte souvent m'a raconté cette anecdote et la raconte de temps en temps, qui est que en fait, donc à l'époque, il bossait beaucoup avec Pierre Bachelet, qui était musicien de studio, auteur-compositeur, et qui n'était pas encore le Pierre Bachelet de la musique populaire et de la variété qu'on connaît aujourd'hui. C'était à l'époque un musicien de studio, compositeur, et qui s'orientait très gentiment et très lentement vers la musique de film et la musique à l'image. Donc Roger Tokars travaillait beaucoup avec lui et du jour au lendemain, la publicité à la télévision a été autorisée. Ils sont montés sur tous les briefs. Ils ont essayé de contacter toutes les agences de publicité qu'ils connaissaient et qui ont commencé à faire des premiers spots publicitaires, qui à l'époque étaient des agences qui travaillaient, je pense, pour la radio et pour du print surtout. Et l'histoire que Roger raconte, c'est que le samedi soir, Pierre Bachelet était dans une chambre d'étudiant et que le vendredi suivant, il s'est acheté une Porsche. Donc en gros, le succès a été vraiment très rapide par rapport à cette demande. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille et ça n'a pas continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais finalement la demande a été très très conjointe avec l'offre. Et c'est arrivé avec la publicité à la télévision, mais est-ce que le cinéma aussi a été rapidement client de ça ou disons le cinéma ou Le cinéma, c'est le client historique de la librairie musicale, puisque la librairie musicale a commencé avec De Wolf et a continué à apparaître donc à partir des années 30, où les librairies musicales donnaient en fait des livrets de partitions à des cinémas afin que les orchestres qui étaient soit devant l'écran, soit dans la fosse, puissent jouer de la musique pour accompagner le cinéma muet. Donc les noms de
C'est d'ailleurs de là que la librairie musicale tient son habitude du nom d'œuvre qui était très explicite. À l'époque, une œuvre qui s'appelait Ballade champêtre était a priori destinée à illustrer un film qui très littéralement était une balade champêtre. Et ce support de partition est donc destiné au cinéma, fait que le cinéma est vraiment le premier vecteur de revenus, la première source de revenus et la première utilité de la librairie musicale. Cet après-midi, on avait fait une petite session. Il y a quelques-uns qui sont venus d'enrichissement de la page Wikipédia de Télémusique. C'est des choses qu'on va essayer de refaire à la médiathèque sur des sujets comme ça qui manquent d'informations et de sources. Bon, on a discuté pas mal de choses, du terme library music, en effet qu'on appelle librairie musique, et que finalement c'est plus proche d'une bibliothèque musicale dans laquelle on va piocher, comme tu disais, l'ambiance champêtre. Un des aspects qu'on a évoqué aussi, c'est les différentes périodes de Télémusique, et tu en as pointé une première qui était de 66 à 74. Peut-être qu'on peut déjà parler de celle-là, et puis on va remonter tranquillement jusqu'aujourd'hui, sans faire tout le catalogue. D'accord. 66 à 74, ce sont vraiment les débuts et l'installation de ce catalogue. C'est aussi les débuts les prémices de la concurrence française et de l'installation de la concurrence. Donc, d'une offre qui se multiplie, qui se disperse, et un moment où les compositeurs commencent à choisir finalement avec quel éditeur ils ont envie de travailler dans ce domaine-là. C'est une période qui est vraiment une période de mise en place pour Télémusique, où la structure se cherche tant stylistiquement que sur son business model. C'est aussi un moment où elle se cherche typographiquement et avec une évolution très rapide de plusieurs logotypes. C'est une période vraiment de tâtonnement et de recherche qui a donné lieu à des albums qui sont assez chouettes, notamment parce que les auteurs-compositeurs qui travaillent sur la librairie musicale n'avaient pas vraiment à ce moment-là une définition claire, ou en tout cas étaient tous en train d'écrire la définition de ce que devrait être une librairie musicale et de comment composer une musique, ce qui est vraiment pas évident, qui puisse souligner un propos. Donc elle ne doit pas prendre le pas sur ce propos. C'est pas de la même on ne compose pas la librairie musicale de la même manière qu'on peut composer une pièce musicale ou une œuvre musicale qui est destinée au grand public, qui est destinée à faire passer un message qui est très personnel. Et à la fois, une œuvre de librairie musicale doit correspondre à des clichés et doit faire passer un message qu'on comprend, qui est subtil, tout en ayant une personnalité qui est celle de l'auteur. C'est donc un exercice qui est, je pense, assez plaisant pour certains auteurs-compositeurs qui aiment cet exercice, mais qui est vraiment pas évident, puisqu'en fait, il y a très peu de contraintes données par le label. Il y a des contraintes stylistiques qui sont très lourdes. Et donc c'est un exercice de style dans lequel il faut arriver à faire passer sa singularité, sa personnalité, tout en exploitant des codes qui sont finalement très connus, très populaires, et avec lesquels auxquels il faut relativement peu déroger. Donc oui, pardon, ce qui du coup a donné à l'époque de ces tâtonnements des œuvres musicales qui sont en fait aujourd'hui complètement décorrélées des besoins de la librairie musicale, qui l'étaient déjà à l'époque, et qui sont des tentatives expérimentales d'auteurs-compositeurs et d'interprètes autour de techniques de studio, d'effets, sans vraiment savoir quoi faire. Ce qui derrière a malgré tout été utilisé. Ce qui est très dommage, c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire. C'est-à-dire si on donnait à des chaînes de télévision, alors évidemment pas, sans faire de généralité, mais la plupart des chaînes de télévision et des programmes vont vouloir des choses qui sont qui correspondent vraiment à un besoin connu et maîtrisé, sans sortir vraiment des clous. À l'époque, l'offre de librairie musicale était relativement pauvre, et finalement, ils se trouvaient avec des bandes dans les mains qui étaient, correspondaient pas forcément à ce qu'ils attendaient, mais qui faisaient le job. Ça a donné lieu à des rencontres, à mon avis, musique-image assez intéressantes, assez marrantes, de musique expérimentale avec des images qui étaient destinées à être très populaires. Après, c'est aussi une époque où la télévision, la radio sont devenues créatives. Est-ce qu'elles sont encore créatives aujourd'hui ? Je pense que oui, mais plus forcément sur la forme. Maintenant, elles sont peut-être plus créatives sur le fond et le discours. À l'époque, je pense que les habillages d'antenne et
radio ou télévision, pouvait faire la part belle à des artistes contemporains et du coup faire passer un message qui était peut-être plus psychédélique, plus, en tout cas moins, comment dire, moins préprogrammé pour correspondre aux attentes de l'auditeur. Mais est-ce qu'à l'époque, même si les musiciens étaient libres et de leur disque, est-ce qu'il y avait quand même une direction artistique avant de sortir le disque, en se disant bon, on va quand même sélectionner les meilleurs, ou c'était les musiciens qui maîtrisaient vraiment l'objet de disque qui sortait ou... C'est les musiciens qui maîtrisaient vraiment le disque qui sortait in fine. Ouais. Il y avait des contraintes en fait, et les contraintes sont écrites souvent sur la pochette. Hein. C'est-à-dire, je veux un album néoclassique ou je veux un album de percussion moderne. Ben, l'album s'appelle Percussion moderne. Ou je veux un album d'indicatif TV. J'en ai vu un tout à l'heure qui s'appelle Indicatif TV. Le brief est dessus, quoi. C'était assez simple. L'idée étant que en fait, l'éditeur qui exprime le brief musical pour les auteurs-compositeurs, finalement, est la personne qui est la plus proche de l'utilisateur final, puisqu'en fait, c'est la personne dans ce process de création qui doit aller vendre cette musique et qui n'est pas artiste. Donc en gros, il va exprimer un brief qu'on va inscrire sur la pochette en se disant que l'utilisateur final, à cette époque-là, en regardant la pochette, doit comprendre instantanément ce qu'il y a dans ce disque sans forcément avoir à l'ouvrir et l'écouter. Et du coup, cette série de... J'avais noté le nom du graphiste, je l'ai oublié. Mais tu viens de me le faire sortir de l'esprit aussi. J'ai recherché mon papier tout à l'heure et on en discutera ensemble. Mais est-ce que cette série de... Jean-Paul Théodule. Voilà, Théodule. Ouais. C'était quand même pas mal comme nom. Est-ce que cette série de graphiques était la première? C'est parti directement, enfin ça fait partie du projet initial? Alors oui, ça fait partie du projet initial. Il n'y a jamais eu d'autres pochettes. Et ça, Roger l'a compris quand il a ramené ce concept d'Angleterre. Le principe d'une librairie musicale est d'avoir une collection d'œuvres dont le seul point commun est de répondre à des besoins audiovisuels. De fait, en fait, il faut avoir une signature graphique très forte qui permette d'identifier la librairie musicale comme un tout, puisqu'il n'y a pas de genres musicaux propres à une librairie musicale. Ça, c'est une première utilité. Et l'autre utilité, il faut que ça soit très clair et très lisible pour qu'un monteur ou un producteur radio qui finalement a très peu de temps pour faire son travail puisse identifier très rapidement donc, la matière musicale qu'il va trouver dans le vinyle, et ensuite, ça c'est pas négligeable, à qui appartient la collection et à qui appartient le vinyle qu'il a sorti. Pourquoi ? Parce qu'en fait ensuite il va déclarer à la SACEM de l'utilisation de cette œuvre. Or, il est hors de question, dans le cadre d'utilisation d'une musique, qu'elle soit attribuée à un mauvais label. C'est pour ça que chaque label a une identité graphique qui est a priori la plus forte possible pour pouvoir être identifié visuellement très clairement. Donc le monteur, là, va prendre un album de néoclassique parce qu'il veut de la musique néoclassique, met le vinyle sur sa platine, en tout cas à l'époque, enregistre ou transfère sur sa bande magnétique avec son spot radio, sur son banc de montage, pose le vinyle à côté, et puis ensuite, voilà, il voit très bien que c'est une musique de télémusique, il tourne derrière, il a l'auteur-compositeur, et en gros, il a tout pour faire son cue-sheet. Est-ce que tu penses, c'est peut-être facile à dire maintenant qu'on connaît un peu le succès qu'a la série de par ce graphisme, mais est-ce que tu penses que la force du graphisme a participé au succès un peu immédiat, tu as dit, de télémusique, ou c'est un peu un raccourci J'en ai absolument aucune idée, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas si, en fait... déjà, le fait qu'il y avait très peu d'offres à l'époque, enfin, il est évident que, puisqu'il y avait très peu d'offres à l'époque, non, attends, j'arrive pas à formuler mon truc. Le succès vient du fait évident qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'offres. Les pochettes ont probablement contribué au succès, mais... À sa pérennité, peut-être. À sa pérennité, mais en fait, elles sont vraiment faites pour que l'utilisateur, le monteur, reconnaisse directement cette librairie parmi les autres, quoi. Est-ce que vous avez... faut surtout pas hésiter à lever la main et je vous donne... Voilà, parce que c'est une discussion. Non. Non, il n'y a pas de cohérence entre les couleurs de la collection. C'est un peu fait au hasard.
c'était qui vos concurrents? Tu disais qu'il y a eu de la concurrence très, très rapidement. Alors le premier concurrent qui est arrivé, je crois en 67 ou en 68, c'est Montparnasse 2000, qui ont monté leur librairie. Et puis là, à ce moment-là, d'ailleurs, il y avait un compositeur qui avait commencé sa carrière chez Télémusique, qui s'appelle Janko Nilovic, qui ne s'entendait pas très bien avec Roger Tokars, et à l'occasion de la création de Montparnasse Musique, a complètement switché changé de label et est parti chez Montparnasse 2000. Ensuite, faire l'historique de tous les labels qui se sont succédés, c'est pas évident. Il y a beaucoup de micro-labels qui se sont montés, qui ont fait 4, 5 disques, des fois 10, puis qui ont fermé ou qui se sont regroupés, puis qui sont rachetés. Je pense que dans les jalons de la librairie musicale française, les marques importantes chronologiquement, ou en tout cas artistiquement aussi peut-être, sont Télémusique, Montparnasse 2000, Coca Media, qui est vraiment la marque emblématique des années 90, fin 80-90. Et ensuite, s'ensuivent les regroupements de majors. C'est le moment où les majors ont commencé à se former et à proposer des librairies musicales. Aujourd'hui, donner des marques importantes actuellement, c'est parler de beaucoup de marchés différents et parler de quelle marque fonctionne sur quel marché. On est concurrencé par évidemment le travail des majors qui font un travail qui est très similaire au nôtre. On est aussi concurrencé par des acteurs qui proposent de la musique à des gens de plus en plus divers, qui créent des vidéos destinées à être publiées uniquement sur Internet. Et on est aussi concurrencé par des gens qui font des métiers similaires aux nôtres, mais pour l'image depuis très longtemps, comme Getty ou Shutterstock. D'accord. On reviendra un peu sur au temps moderne. Au temps moderne. Alors 74, tu avais défini une deuxième période, 74... 74, c'est une période qui est intéressante parce que c'est une période qui est artistiquement intéressante chez Télémusique. Je pense que c'est une période qui est intéressante en France musicalement et qui est relativement méconnue, mais c'est ce que je pourrais imaginer comme étant une première vague de French Touch, puisqu'il y a une énorme période de French Disco et de Cosmic Disco qui commence en 72 à peu près et qui trouve un peu son apogée, je pense, entre 74 et 76, qui est une période ultra créative en France, qui est une période ultra créative pour les musiciens de studio aussi, puisque c'est le moment où en gros il y a ça correspond, je pense, alors je suis pas forcément très calé là-dessus, mais je pense que c'est le moment de l'arrivée du disco en boîte de nuit et donc d'un besoin de musique très dansante, rythmique et pas forcément chantée, qui donc permet à des musiciens de studio de commencer à expérimenter. Chez Télémusique, c'est une période très importante, ce moment du disco, puisque elle correspond à la création d'un groupe qui s'appelle Voyage, qui est composé de 3 compositeurs qui travaillaient soit ensemble, soit séparément pour faire des albums de librairie. Ces compositeurs travaillaient à la base au sein d'un studio, beaucoup avec un studio qui s'appelle CBE, qui est le studio de Bernard Estardi. Et ce sont des musiciens de studio qui étaient vraiment très populaires à l'époque, qui bossaient beaucoup pour des artistes de variété des années 70. Ces artistes, en fait, entre 2 bandes ou le soir, entre 2 séances, enregistraient de la musique et faisaient des buffs qu'ils enregistraient, qu'ils envoyaient ensuite à Télémusique pour pressage et pour diffusion. Ces artistes se sont trouvés à créer des morceaux qui ont été envoyés notamment chez RTL dans le cadre de la collection, et des programmateurs d'RTL sont tombés dessus et ont proposé à Roger de les diffuser à l'antenne. Ça commence en 72 avec un titre d'un petit groupe qui s'appelle Résonance, qui est un groupe composé de Pierre Bachelet et de Mathias Camison, avec un titre qui s'appelle OK Chicago, qui à l'époque a fait un très gros succès en France notamment. On a complètement oublié, mais qui est vraiment un très gros succès. Et qui a ouvert la porte en fait à une grande période disco chez nous, et la constitution de ce groupe s'appelle Voyage, entre Matt Camison, Pierre-Alain Dahan, Marc Chantreau et Slim Peuzin à la guitare. Donc en fait c'était de la musique composée pour ce qui commençait à devenir une tradition de library music pour l'illustration sonore,
qui s'est retrouvé propulsé sur RTL comme un morceau à part entière. Exactement. D'accord. Tout à fait. C'était une première, j'imagine. Je sais pas du tout si c'était une première mondiale, mais en tout cas non, chez nous c'était une première. Chez vous, oui. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que ça a pas fait hésiter Roger à, je sais pas, si ce n'est à changer de fusil d'épaule, mais à se dire peut-être on peut aussi devenir un label à tube, une usine à tube et pas tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'il a fait en 72, donc en créant un label qui s'appelle Sirocco Records, qui a eu quelques succès, dont OK Chicago en est un. Il y a 2 albums de voyage ensuite qui ont été des grands succès qu'on a complètement oubliés en France, je pense, mais qui ont fait plus de 5 millions d'albums aux États-Unis à l'époque. Voyage a été élu en 1974 meilleur groupe de disco par Billboard Magazine aux États-Unis. Et pour moi, c'est la première vague de French Touch parce qu'ils ont fait Soul Train, qui est une émission phare américaine de disco soul des années 70. Et je pense que c'est le seul groupe français à avoir fait Soul Train. Donc 74 ouvre cette période disco, justement, enfin cosmic disco, etc. Jusque dans les années 80, 90, non, tu dis? Ouais, jusque dans les années 80. Il y a eu énormément de Roger a énormément tenté de reproduire pendant ces années des succès commerciaux et de s'imaginer machine à tube. Alors avec vraiment aucun succès. C'était échec sur échec, ce qui nous donne aujourd'hui une collection de titres du grenier qui sont assez marrants, avec des pseudos David et Jonathan ou des pseudos trucs comme ça. C'est assez drôle, mais ça a jamais. Voilà, vraiment, le label Sirocco, dans les années 70-80, n'est jamais sorti du disco. D'accord. Et donc, par contre, on continuait l'illustration sonore qui faisait tourner la boîte. Ça n'a jamais cessé, ouais, tout à fait. D'accord. Donc pour le fin de la deuxième période que tu avais définie un petit peu comme ça, c'est 1980 ou 1990 je pense. 1990, oui. Et du coup c'est l'entrée dans l'ère du CD. Ouais, ça c'est un vrai changement puisque en tout cas c'est un changement qui est assez marrant puisqu'il correspond à un contexte très actuel qui est la notoriété que prend la librairie musicale avec le travail de passionnés de vinyle, de passionnés de musique, qui du coup vont aller chercher au plus profond des catalogues de librairie musicale, enfin des catalogues de musique en général, mais aussi du coup s'intéresser à la librairie musicale qui a priori ne leur était pas du tout destinée, ou en tout cas pas en tant qu'auditeur grand public. Parce que jamais aucun des auteurs de librairie musicale ne s'est imaginé un jour que ces titres seraient jouer dans un salon au même titre que de la musique de variété sur laquelle il travaillait à l'époque. Et en fait, les passionnés de musique et donc ces gens qui font un travail qui est assez admirable de défrichage, de retour en arrière, de travail au sein d'une collection, de compréhension des acteurs et des compositeurs de ces musiques, finalement perdre la trace de télémusique à la fin, au dernier pressage vinyle, puisque ces passionnés, à mon avis, sont très rattachés à l'objet, et que l'objet vinyle a été évacué des collections de radio et de boîtes de télé à la fin de son ère, à la fin des années 80. Et de fait, il est très compliqué de trouver un CD chez un disquaire de télémusique qui donc témoigne de la production post-vinyle des années 90. Pour moi, il y a un vrai marqueur contextuel actuel des années 90 et de la fin du vinyle au profit du CD, qui était indispensable à la survie de télémusique et qui finalement est interprété comme une mort du label par des archéologues modernes de la musique, quoi. Parce qu'on perd trace du vinyle. Avant de continuer là-dessus, nous, c'est vrai que alors on connaissait un peu la valeur du fond qu'on avait dans nos archives, mais en montrant régulièrement, un peu comme on l'a fait cet après-midi, nos armoires à vinyle et comme ça, ce qu'on a souvent les collectionneurs, les diggers, qui voyaient
télémusique, pas que télémusique, mais la librairie musique, c'est vrai que c'est l'objet est recherché. J'ai perdu le fil, mais ça va revenir. Oui, je pense que tu pensais que la collection s'était arrêtée après. Non, voilà, non, c'est pas ça. C'est que quand je t'ai montré la semaine dernière, on se demandait qu'en fait, comment nous, et on n'a pas trouvé la réponse encore, d'où vient cette collection de 650 disques. Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement. Le plus probable, d'après toi, c'est qu'on ait récupéré justement, certainement un fond d'une radio ou d'une télévision quand eux-mêmes sont débarrassés des vinyles. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, puisque ces albums étaient distribués dans leur quasi-totalité à des médias, à des maisons de production. L'autre partie, en termes de distribution, elle était auprès des sous-éditeurs, donc elle était envoyée en Allemagne ou en Italie ou aux quatre coins du monde chez nos sous-éditeurs pour être exploitée. Donc si elle ne vient pas d'une chaîne de radio ou d'une chaîne de télévision, d'une station de radio, ou si elle ne vient pas de nous, voilà. Oui, il y a très peu de chances que quelqu'un collectionnait déjà ces disques à l'époque. C'est vraiment il y en a aucune chose je pense que c'est absolument impossible que quelqu'un à l'époque ait eu accès ou ait collectionné les vinyles de télémusique, puisque de toute façon il n'y avait pas accès. Enfin, une personne qui aurait collectionné à l'époque les vinyles de télémusique, donc qui en aurait eu la connaissance, était soit un artiste qui collaborait à la collection, soit un monteur qui, entre guillemets, détournait les fonds au sein de sa propre collection, soit un presseur de vinyle qui aurait été d'un coup féru de cette musique. Mais j'ai une question très similaire. Est-ce que quelqu'un collectionne de la musique, la vraie musique, des années 2010 ? Je pense pas. Voilà. J'avais une question. À combien d'exemplaires étaient pressés chaque vinyle ? Et si j'ai bien compris, donc ils étaient donnés en fait, ces vinyles ? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Ils étaient pressés entre 500 et 1000 exemplaires, à peu près. Ce qui correspond en fait au carnet client et sous-éditeur de Télémusique à l'époque. Et tu avais une autre question, pardon. Non, pardon. Une question toute simple. Qu'est-ce que vous pensez des beatmakers qui utilisent la library music pour faire des beats? Est-ce que, de votre point de vue, ça met un peu en image la library music, ou est-ce que ça devient un peu plus compliqué dès qu'il s'agit d'argent, quoi, tout simplement? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un plus pour vous ou... Alors, c'est une question assez importante, puisque je pense que la librairie musicale a été mise aux yeux du grand public, en tout cas aux États-Unis, par les producteurs de hip-hop et de house music. Un des fils de Roger Tokars, en fait, s'est rendu compte de ça dans les années 90 en allant à New York et en discutant. Donc à l'époque, il travaillait pour un label de techno allemand, et il avait un bureau à New York pour ça, et il discute avec des beatmakers et avec des producteurs, je pense de house et pas de hip-hop, en tout cas dans son entourage, qui, au fil de la discussion, il raconte que son père a une activité de librairie musicale et que ce label s'appelle Télémusique, mais de manière tout à fait anecdotique. Et ce beatmaker l'entraîne chez un disquaire et lui montre en fait un bac librairie music avec des disques de télémusique qui se vendaient plus de $100 à l'époque dans le bac. Et il a expliqué, enfin ce beatmaker a expliqué à Jérôme à ce moment-là que en fait les disques de son père étaient très prisés parce qu'il s'en servait pour pour les sampler, en faire des loops et ensuite chanter dessus. Ce qui est évidemment une valorisation incroyable, et ce qui est un usage à 100% détourné de l'intention initiale du label. Sur lequel, en tant qu'éditeur et en tant que producteur, j'ai pas grand chose à redire. Ce qui est plus marrant, en fait, c'est de savoir quelle est la réaction des artistes. Moi, en tant qu'éditeur, je suis plutôt enthousiaste à l'idée de voir ou de savoir que des beatmakers, ou des gens travaillent ce catalogue, ou travaillent en général des catalogues, sont créatifs à partir de matériaux existants et créent de la musique. Sur la question de l'argent, nous, on ne vend pas les samples. Par contre, quand il y a un emprunt d'une musique ou d'un album de chez nous, généralement ce sample est clearé et on établit un contrat qui octroie
à l'éditeur et aux auteurs, compositeurs et interprètes originaux une partie des droits du morceau créé ensuite. On a énormément de demandes de samples, de clearance. On a énormément de mal à y répondre parce que pour nous c'est extrêmement chronophage alors que c'est une activité qui est vraiment résiduelle en termes de revenus pour nos équipes. Mais on est plutôt enthousiaste. Ce qui est marrant par contre, c'est la réaction qu'ont les compositeurs de musique de l'époque, qui eux ne comprennent pas du tout ce travail-là, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'un musicien a besoin d'aller sampler une caisse claire au lieu de prendre une batterie et d'apprendre à en jouer. Ils sont assez décorrélés en fait en tout cas ils n'ont pas forcément la même lecture que nous sur ce qu'est la création musicale aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut créer un nouveau morceau à partir d'éléments de morceaux préexistants. Donc nos auteurs-compositeurs, en tout cas ceux avec lesquels on travaille et qui ont contribué aux albums qui sont les plus samplés, sont finalement, à l'inverse de ma position, plutôt pas très enclin à apprécier le sample, sauf s'il est générateur de revenus. Voilà. On a notamment des titres qui ont été samplés par les Chemical Brothers. Et ces deux samples-là, les auteurs-compositeurs n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont pris des samples au lieu de rejouer ou de faire quelque chose, ou entre guillemets d'être ce que eux jugeraient créatif, mais ont apprécié finalement les revenus que ça a généré. Ce qui, à mon avis, est un vrai syndrome générationnel entre des musiciens de studio et une révolution qui est la musique électronique et le sample. Énormément, en fait. Alors, par les Chemical Brothers, il y a un sample donc, de Mathias Camison et de Pierre Bachelet pour un titre, et d'un artiste qui s'appelle Bernard Estardi pour l'autre. Voilà. Oui, mais ouais. Bah, les Chemical Brothers sont assez férus de librairie musicale. Ce que vous désignez par le brief, c'est, j'imagine, le thème ou l'ambiance que doit cultiver. Oui, pardon, c'est un anglicisme, mais c'est on va dire, comment traduire brief, c'est marrant, c'est un mot que j'utilise. C'est le nomenclature ou la commande, le menu, Voilà, c'est ça. Et vous disiez que le titre disait tout, mais alors justement, est-ce que c'était la société de production, le label qui imposait ces thèmes, ces titres, ou est-ce que c'était les musiciens qui réunissaient tant bien que mal des compositions un peu dispersées sous un thème qu'ils le proposaient eux-mêmes? Non, c'est plutôt la première. C'est plutôt la première. C'est plutôt, en tout cas à cette époque-là, c'est plutôt le label qui parle avec ses compositeurs. Alors l'idée peut venir des compositeurs, hein, bien entendu, mais on se dit on va faire un album sur une thématique électronique parce que les clients parlent que d'électronique, ou les concurrents font de l'électronique, ok, on va en faire un, puis au bout d'une semaine, il y avait un album qui sortait et qui s'appelait Electronics. Oui, pour Electronics, c'était facile parce qu'il y avait le progrès technique qui accompagnait, donc il fallait nécessairement les musiques pour accompagner ces reportages, ces documentaires. Mais par exemple, il y a le Montparnasse 2000 de Camille Sauvage qui s'appelle Aberration, et je me pose la question... qui pouvait imposer un titre pareil? Est-ce que c'était le directeur du label ou est-ce que Camille Sauvage lui-même? Et comment illustrer des titres pareils? C'est pour ça qu'ils sont plus là hein, aussi. Non, pardon. Donc voilà, là ça devient plus difficile, je pense, à trancher pour des Pour être tout à fait honnête, je pourrais avoir un avis en écoutant l'album, mais je ne le connais pas du tout. C'est du jazz un peu fantasque. Dans l'esprit de ce que faisait Camille Sauvage, donc Aberration, pourquoi pas. Mais vraiment, j'aurais aimé connaître, justement, avoir le témoignage de ces musiciens pour en savoir plus. Ça m'intrigue. Alors, il y a probablement une partie de la réponse qui est probablement au dos de la pochette. Parce qu'en fait, au dos des pochettes de librairies musicales, ou en tout cas des bonnes librairies musicales, il y a à côté de chaque titre des mots-clés qui décrivent chacun des morceaux. Merci.
Il y a Palpitation juste en dessous. Donc Montparnasse 2000 est une bonne librairie musicale puisqu'ils ont bien quelques critères. Donc à l'époque, évidemment, c'était assez sommaire. Mais il y a un titre qui s'appelle Quite Drunk. On peut imaginer une scène. Oui. Alors, ils appellent ça de la medium pop. Cuivre, tambourin, basse, chorus, guitare, distorsion, flûte, brass, tambourine. Donc, c'est pas très lisible pour le coup. J'aurais dû. Enfin, vraiment. Alors, en plus, j'ai choisi de mauvais morceaux parce qu'il y en avait un qui marchait très bien, qui s'appelle du coup Aberration, qui est de l'album éponyme, avec Suspense. Donc là, ce titre en fait est tagué Suspense lancinant, basse, vibraphone, flûte. C'est la piste 2 de la phase B. Oui, mais il y avait pas mal de disques qui portaient des titres comme ça un peu abstraits, donc. Je pense honnêtement que c'était histoire d'être pas à bout de créativité, fallait trouver des noms, quoi. Hein. Ouais. Je crois que c'est pas le disque le plus intéressant de Camille Sauvage, par ailleurs. Donc Éric Framont, c'est le pseudonyme. C'est le pseudonyme de Camille Sauvage. Je ne sais pas si d'ailleurs Camille Sauvage est le pseudonyme ou Éric Framont. Mais ils ne sont qu'un. Voilà, comme Teperino, Nardini, enfin, ils en avaient tous une infinité. Ouais. D'ailleurs, pendant qu'on écoute, j'ai une autre question. Est-ce que vous savez pourquoi les musiciens enregistraient sous une telle quantité de pseudonymes? Est-ce que c'était pour éviter de donner l'impression qu'ils inondaient le marché ou pour honorer des contrats dans des sociétés différentes? Les deux. Et même les trois, puisque c'était aussi parfois pour ne pas, entre guillemets, nuire à leur carrière de musiciens grand public. Voilà. La librairie musicale a pu, par époque, avoir une réputation un peu de ménage. En gros, je vais faire des ménages, je fais ça à côté. Musique au kilomètre. Musicomètre ou au kilomètre, oui, tout à fait. Mais certains ont enregistré sous leur vrai nom. Georges Garvarens, par exemple, a fait un disque d'illustration. Bien sûr, Bernard Luba chez nous, Janko Nilovic. Je pense que c'est une coquetterie de l'artiste. Mais au cinéma, certains cinéastes des petites sociétés de production qui illustraient souvent ces disques faisaient la même chose. Signaient certains films sous des pseudonymes, un peu pour les mêmes motifs, j'imagine. Après, il y a une raison stylistique aussi, c'est que des artistes qui travaillent sur un style et sur un genre musical avec un nom vont, s'ils changent de style, vouloir trouver un autre nom de peur que l'utilisateur final se dise « Ah ben non, celui-ci, en tout cas cet auteur-compositeur, je sais qu'il fait du classique et là je veux de l'électronique. » Donc il va se créer un autre nom. Et ça, on l'a encore aujourd'hui. Oui. Roger, par exemple. Roger, oui. Camille Leterre pour la musique électronique. Oui, c'est vrai. Voilà. J'avais pas songé. C'est Cécile Leterre, oui, pardon. Donc il y a plein de raisons finalement pour des pseudonymes. On peut écouter du Montparnasse 2000, j'ai pas. Oui, enfin, il y a de très bons disques. Et de très très bons disques Montparnasse 2000. Oui. Et chez Télémusique aussi. Et d'ailleurs, il y a une mention assez sympa que j'ignorais sur les disques de Montparnasse 2000. Donc sur la 4e de couverture, il est écrit « Ces disques sont destinés à faciliter le travail des illustrateurs sonores de radio, télévision et de cinéma. Nous les remercions à l'avance de bien vouloir marquer les titres utilisés sur les feuilles de droit d'auteur. Ces disques peuvent être utilisés par les cinéastes amateurs pour des projections privées. » C'est assez marrant, en fait, ça symbolise exactement la destination de ces vinyles et la raison pour laquelle ils n'étaient pas vendus. Alors on va juste continuer un peu le déroulé du temps. Moi, il y avait une question que je me posais, c'était est-ce que le passage aux années 90, au-delà du support, mais aussi peut-être une ère très médiatique avec l'arrivée d'une certaine musique électronique,
des synthétiseurs qui ne sont plus utilisés de façon expérimentale, mais vraiment dans la pop musique et ça. Est-ce que ça induit un changement de personnel chez les musiciens, ou est-ce que c'est juste les mêmes anciens musiciens qui se reconvertissent, qu'il y avait des nouvelles et ça a têtes tout changé. Ça a tout changé. Ouais, ça a tout changé. Ça a changé les musiciens. Déjà parce qu'en fait, les musiciens qui avaient travaillé dans les années 70, 80 étaient peut-être un peu plus vieillissants, ou en tout cas commençaient à être financièrement installés, et du coup à plus avoir l'envie ni le besoin ou la gouache suffisante de faire la librairie musicale. C'est possible. Mais aussi parce qu'en fait, et ça c'est plutôt pour la fin des années 90, le début des années 2000 et l'époque actuelle, l'avènement de l'auteur-compositeur-interprète autoproduit a complètement changé la donne, puisqu'elle a fait baisser drastiquement les coûts de réalisation d'un titre. Par ricochet, elle a fait augmenter l'offre de librairie musicale auprès des clients, et toute cette chaîne, en fait, avec une valeur qui restait identique, s'est trouvée extrêmement embouteillée, entre guillemets, tant en termes d'acteurs qu'en termes de compositeurs, qu'en termes d'œuvres. Alors évidemment, derrière, il y a une masse de médias qui ne cesse d'augmenter, une masse de contenu qui ne cesse d'augmenter. Mais pour qu'on atteigne un équilibre, en fait, pour qu'on retrouve un équilibre qui soit un équilibre vertueux, il faudrait aussi que les sociétés de gestion collective comme la SACEM ou la SPPF soient aptes à aller collecter sur des vidéos qui sont elles aussi sont moins coûteuses à produire, plus nombreuses et plus présentes, mais sur des médias qui sont très difficilement captables comme Internet. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, pas du tout. En fait, c'est une raison pour laquelle on a arrêté le vinyle, c'est qu'en fait, on a arrêté le vinyle. Enfin, la librairie musicale, a fortiori, puisque c'est un outil de commercialisation business to business, donc B2B, vraiment professionnel à professionnel, suit à la lettre les évolutions techniques et les besoins des professionnels de l'audiovisuel. Quand De Wolf envoyait des partitions, c'est parce que le seul support de lecture, c'était un orchestre. Quand on envoyait des vinyles, c'est parce que le vinyle était le moyen le plus rapide et le plus pratique pour envoyer de la musique. Le jour où les chaînes de télévision et les stations de radio sont équipées différemment, soit en DAT, soit en bande magnétique, on a changé de format. Ensuite, on est passé au CD quand le CD a été la règle d'or dans toutes les régies, puis au disque dur qu'on utilise encore, et aux plateformes internet. Aujourd'hui, si on pressait des CD et qu'on les envoyait dans les maisons de prod, ils nous les renverraient. Tout simplement. Ça prend trop de place, ouais, bien sûr. Ça prend trop de place. Ils n'ont pas forcément de lecteur CD sur leur Mac pour pouvoir lire ça. Comment collecter la musique d'illustration sonore contemporaine? Il faudra aller chercher auprès des plateformes. Exactement. En fait, elle est elle est extrêmement accessible, puisqu'en fait, tous les labels ont une plateforme internet qui est accessible au grand public, qui permet d'écouter l'ensemble des morceaux de manière libre. Cet après-midi, pour préparer un peu la session Wikipédia et cet entretien, moi je suis allé écouter sur le site de Télémusique toute une série de morceaux avec exactement le même système des mots-clés. J'ai plus sûr, c'était Frisson, peu importe. Tel mot qui m'a renvoyé vers une série de morceaux entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 à peu près de ce que j'ai vu. Hein, et donc si tu y tiens. L'illustration sonore a toujours accompagné l'air du temps, les fluctuations de la mode. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la direction artistique de Télémusique, c'est d'accompagner les musiques dans l'air du temps, ou est-ce que vous exigez aussi des choses plus marginales qui ne coïncident pas tout à fait avec la musique le plus grand public? Les deux. Et en fait, tout dépend aussi du profil des artistes avec lesquels on travaille sur un projet donné. Il est évident que
majorité de notre travail se concentre sur apporter des réponses aux besoins de nos clients. À côté de ça, on a une vocation et une envie qui est un peu défricheuse et qui permet d'accueillir des projets hors cadre qu'un éditeur traditionnel ne pourrait pas supporter, parce que supporter au sens strict du terme, hein, dans lequel il ne pourrait pas investir parce qu'il n'aurait aucune rentabilité grand public, sur lesquels nous on peut miser un peu plus simplement en se disant qu'il y a un potentiel de synchronisation. La synchronisation étant le fait de synchroniser une musique sur une image ou un spot radio. Donc, vous pouvez également anticiper la demande. On adorerait créer la demande. Pour l'instant, on n'a pas réussi. En fait, je pense aussi que pour l'instant, les médias ont des contraintes publicitaires et d'annonceurs qui sont énormes. Finalement, avec une latitude laissée à la créativité qui est en un sens plus maigre qu'avant, et précisément sur les médias privés, où je pense que changer, en tout cas sortir des cordes de ce que le téléspectateur, parce qu'on parle de télévision hein, précisément là, a l'habitude de voir, est un risque de perdre l'auditeur. Donc, quand vous disiez tout à l'heure que l'essentiel de l'illustration consistait à parvenir un peu clandestinement à faire passer une subjectivité, quelque chose de particulier à l'intérieur des codes. Ça, c'est le travail de l'auteur, compositeur, oui. Oui, puisqu'en fait, pour déposer un morceau à la SACEM, il faut qu'il soit unique. Si l'auteur-compositeur n'arrivait pas à faire passer quelque chose de supplémentaire à l'intérieur d'un morceau, on ne pourrait pas le déposer, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Il y a Mathieu derrière qui a... Pardon. Tout à l'heure, vous parliez justement que les choses étaient, c'était pas le mot que vous avez utilisé, mais formatées maintenant. C'est très formaté, on a justement moins de liberté sur la créativité. Oui. Moi, ça me paraît assez effarant de voir que, justement, en termes de pub, et qu'il y a des DA qui sont là pour justement essayer de créer des choses nouvelles, et de voir qu'en fait, finalement, ils font tous un peu la même chose. Et qu'à un moment, quand il y a Pharrell Williams qui se happy, tout le monde veut du happy, ou là, il y a Kenzo qui fait une pub avec une nana qui danse de façon très animale, super idée, et finalement, maintenant, toutes les pubs font tous la même chose. Parfois, je me dis, mais à quoi sont payés ces gens pour essayer d'être créatifs, si ce n'est que copier? Après, je peux comprendre aussi, effectivement, ils répondent à une demande, mais justement, c'est un peu la mort de la créativité, finalement. À part de temps en temps, quelqu'un comme Spike Lee, évidemment, qui peut se permettre, et comme il amène son nom à un projet, ça lui donne aussi de la crédibilité, mais si un inconnu l'avait fait, je ne suis pas sûr qu'on lui aurait dit que c'était vraiment sensationnel. Alors là, le débat dépasse largement le cadre de la librairie musicale. C'est un débat sur la créativité publicitaire et sur la créativité en général. J'ai fait un parcours en publicité, en synchronisation musicale. Et force est de constater malgré tout que la plupart du temps, le discours originel du créatif, l'idée initiale, se retrouve édulcoré au fur et à mesure des passages clients, des retours de tests, des réunions commerciales, etc., pour aboutir à finalement une expression très très réduite. C'est frustrant? Pour moi? Ouais. Enfin, pour le métier en général? Alors moi, pour le coup, je ne suis pas publicitaire, en tout cas plus publicitaire, et depuis longtemps. Je pense qu'il y a une frustration... Il y a évidemment une frustration du créateur et dans ce cas-là du créateur d'une œuvre composite qui emprunte à plusieurs éléments, hein, qui va emprunter à des images, à un réalisateur, à un compositeur, à un interprète, à l'histoire d'une marque aussi, hein, puisque faut absolument pas enlever l'importance de l'histoire d'une marque dans la créativité au sein d'une campagne. Je pense que c'est frustrant. Et je pense qu'un des meilleurs remèdes à la frustration est finalement de ne pas être frustré, de ne pas y réfléchir, et du coup de faire ce travail de manière de plus en plus machinale, et d'acquérir un certain cynisme
qui est le cynisme qu'on reproche généralement aux publicitaires, je pense. Mais par contre, dans la librairie musicale, à mon sens, la problématique n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de travail de commande et en fait, on travaille avec des compositeurs pour proposer et mettre sur le marché des œuvres que l'on pense correspondre à des besoins. Généralement, on est dans les clous et je pense qu'on est créatif malgré le fait qu'on travaille sur des archétypes et des clichés musicaux. En revanche, on a une part de créativité sur la composition de toute façon, puisque les compositeurs avec lesquels on travaille créent des œuvres qui sont systématiquement nouvelles. Je pense aussi qu'on a une créativité sur des auteurs-compositeurs qui hébergent chez nous des projets qu'ils se sont vus refuser ailleurs. Et on a une part de créativité aussi, puisque quand on propose de la musique montée à l'image, on peut proposer aussi une musique montée à contre-emploi. Et finalement, la musique n'est plus qu'un, et je veux pas être amélioratif en disant ça, mais n'est plus qu'un élément d'une œuvre composite. Je veux pas minorer l'importance de la musique en disant ça, mais elle ne devient plus qu'un élément parmi d'autres d'une œuvre composite, et elle peut être utilisée pour changer un propos et d'une manière absolument créative. J'avais une question. Dans les pubs et dans les films qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de morceaux d'artistes commerciaux, on va dire. Donc de moins en moins de musique. Non, en fait, c'est un ressenti. Hein. Ah bah c'est un ressenti ouais, alors. Ouais. Un ressenti. Quand est-ce que ça s'est fait ce changement et qu'est-ce que ça a fait pour vous quoi? En fait, on estime en fait que la part de musique à l'image suit un panachage d'un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de musique du commerce, donc des artistes identifiables par le grand public, ou pas identifiables, hein, des fois confidentiels, mais en tout cas qui ont une existence publique, médiatique, ou souhaiteraient l'avoir. La librairie musicale, qui sont donc des œuvres composées afin d'être synchronisées, et la composition originale qui a été commandée, soit par l'annonceur, soit par le cinéaste, pour répondre aux besoins de son film. On estime le panachage à un tiers, un tiers, un tiers, avec des fluctuations qui sont assez maigres. Même si les temps ont tendance à changer et à repartir un petit peu en faveur de la composition originale, parce que les artistes ont des facilités de production de moins en moins coûteuses et du coup peuvent proposer à des producteurs une composition qui est finalement très rentable pour eux. Et plus flatteuse aussi. Encore une question. Quels sont les différents genres que vous répertoriez aujourd'hui et qui illustreraient justement télémusique, et quel serait celui qui, selon vous, fonctionne le mieux ou est le plus demandé? Je ne pourrais pas énumérer les genres en fait, parce que par définition, notre boulimie de bibliothèque musicale, enfin, on est très enclin à avoir tous les genres en stock. Donc on a de la music world, et dans la music world et dans les sous-catégories, on a de la musique espagnole, on a la musique espagnole traditionnelle, on a la musique espagnole contemporaine, pareil pour l'Italie, pareil pour l'Afrique du Nord, pareil pour donc à travers les continents, à travers les âges, à travers les... Voilà, je peux affirmer qu'on n'est pas un label très calé en musique médiévale. Il y en a qui le sont, nous non. Mais par contre, il est impossible d'énumérer les genres dont on dispose. Il y a un genre musical, justement, puisque vous me demandez qu'est-ce qui marche actuellement, qui s'appelle le dramédie, qui est un genre sur desquels, à mon avis, la plupart... alors peut-être qu'ici, oui, je vois des gens qui hochent de la tête, mais je pense que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Le dramédie, c'est un genre qui habille 90% des programmes télévisuels sans forcément qu'on y prête une grande attention. Pour vous donner une idée de ce qu'est ce genre musical, c'est un genre qui est très affilié au thème de Desperate Housewives qui avait été composé par Tim Burton, le compositeur de Tim Burton, Danny Elfman, voilà. Qui est une musique avec des pizzicati et avec des petites ambiances. Ce genre musical-là est un genre musical
actuellement prépondérant dans nos productions. Parce qu'il répond à une demande continue de producteurs télé. Donc c'est un genre a priori que tout le monde ignore. Je pense que dans 50 ans, en regardant en arrière, on pourra déterminer qui étaient les bons artistes de dramédie et pourquoi est-ce qu'un morceau de dramédie était bon ou pas, et faire une compétition de meilleurs titres de dramédie. Aujourd'hui, c'est un genre musical qui n'est absolument pas identifié du grand public. Toi, quand tu es arrivé en 2015, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as pris vraiment le relais de Roger, de cette boîte, ou est-ce que tu as dû changer, ou pas dû, mais proposer du changement pour s'adapter? Est-ce que tu avais une vision, comme tu avais déjà un parcours dans la synchro et des choses comme ça? Est-ce que tu as pris le flambeau, ou est-ce que tu as tenté de réorienter Non, j'ai pris la structure dans une situation qui était délicate d'un point de vue commercial, puisque elle avait une activité commerciale qui était très réduite. Roger avait relativement vieilli et avait plus de 80 ans, et du coup un certain désintérêt pour la question commerciale. Donc il a fallu très rapidement en fait faire entrer télémusique dans son époque. Et du coup ça implique énormément de choses. Oui, j'imagine, parce qu'il y a eu évidemment la sortie du livre. Tu as rebondi sur les 50 ans d'histoire et ce que tu savais, j'imagine, l'une des raisons pour lesquelles tu es ce soir, mais j'imagine que la plupart de ton boulot n'est pas de faire ça. Non, cette activité de revalorisation de l'image ou de valorisation de l'histoire de télémusique, pour le dire très simplement, c'est une manière élégante et plaisante de communiquer. C'est aussi beaucoup du marketing. Ouais. Oui, non, mais mais après, je trouve ça bien plus sympa de parler de notre histoire et de l'écrire, de la coucher sur un bouquin et de faire des remixes par des artistes que d'acheter des bannières Facebook et de dire on est moins cher et meilleur que les autres. Je pense que voilà, moi ça me correspond plus, ça me parle plus, mais ça n'est pas du tout notre activité. C'est-à-dire que pour nous, cette activité-là, elle est là où elle se rapproche d'une activité de communication et de publicité pure, c'est que pour nous, elle n'a aucune rentabilité. Ouais. Elle est à perte. Et du coup, si on pouvait résumer un peu ton métier, toi tu diriges la boîte Télémusique. Est-ce que tu es directeur artistique? Est-ce que c'est toi qui... Comment... Non, pas du tout. Est-ce que tu peux juste nous donner une idée de, je sais pas, moi, à titre personnel, je ne sais pas du tout avec combien de musiciens tu travailles, si tu as beaucoup de collaborateurs. Alors on a aujourd'hui j'ai 4 collaborateurs, on est 5 dans l'équipe actuellement. On a un directeur artistique, mais dont l'activité est plutôt dévolue à relancer notre activité de musique du commerce, donc Sirocco Records. On a une directrice commerciale qui travaille majoritairement sur les médias télévisés. Je m'occupe de la publicité et aussi de centraliser les demandes ou de faire tourner des choses et d'autres. On a une personne qui est juriste et qui travaille au copyright, qui sera bientôt rejointe par une autre personne qui donc travaille sur notre source principale de revenus, qui est déposer les œuvres à la SACEM ou dans les sociétés de gestion collective étrangères, analyser la bonne rétribution de ces œuvres par ces sociétés. Et on a un quatrième collègue qui, lui, est assistant commercial en télévision. Et donc, du coup, les musiciens qui sont dans qui produisent la musique aujourd'hui de Télémusique, oui. C'est des gens que vous allez continuer à chercher dans des musiciens de studio, ou qui viennent vers vous parce qu'ils connaissent votre activité? Aujourd'hui, il n'y a plus de musiciens de studio, je pense. Enfin, je crois que ce métier n'existe plus vraiment. Il existe encore pour, je pense, des instruments particuliers, des gens qui savent jouer de la harpe ou des instruments du monde très particuliers, ou voir des experts dans des instruments particuliers. Je pense qu'il
il y a encore des bassistes, des batteurs et des guitaristes très spécialisés qui sont musiciens de studio. Mais 100% de nos musiciens actuels ont probablement une activité de musiciens de studio sur des projets tiers, sont souvent aussi des compositeurs de musique à côté de ça, qui ont une vie médiatique qui peut être microscopique ou grande. La plupart sont des gens qui sont 100% autonomes en revanche et qui écrivent, composent et interprètent eux-mêmes et arrivent en fait chez nous avec un produit fini. On essaye de les accompagner dans la création sur des étapes. C'est pas forcément évident pour nous en termes de temps et de réflexion de pouvoir accompagner un artiste aussi bien qu'on le souhaiterait, mais on essaye de le guider. En tout cas, quand on sait, on est peut-être plus attentif avec des artistes qui partent sur des fausses pistes plus régulièrement. Mais les artistes finalement viennent chez nous, viennent au bureau, passent des coups de fil et récupèrent un air du temps, l'expression d'un besoin qui va être exprimé franchement ou même à demi-mot, en sachant sur quoi vous bossez en ce moment, et puis nous envoie par-ci par-là 1, 2, 3, 4, puis 10 morceaux, enfin de quoi faire un album, quoi. Vous raisonnez toujours en termes d'album ? Oui, très bizarrement, on raisonne encore en termes d'album, ouais. Alors que aujourd'hui, en fait, on devrait raisonner éventuellement en termes de playlist, ou plutôt au titre. On n'a jamais synchronisé un album et on les classe en playlist, mais pour une raison historique. Enfin, je sais pas. C'est un réflexe. On n'arrive pas encore à se départir complètement du modèle d'album. Mais peut-être aussi parce qu'en face, les monteurs ont aussi gardé cette tradition-là et cette. Oui, mais en fait, sur un site internet, au final, il y a une liste de titres et s'ils cherchent des titres similaires, on a des moyens autres que ceux de l'album, mais pour l'instant, on continue à raisonner en album. Et alors avant, on vous envoyait les disques dans les boîtes. Maintenant, qu'est-ce que vous envoyez ? Vous envoyez des newsletters. Des newsletters. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est moins charmant, mais oui. D'accord. Et donc du coup, voilà, des newsletters ciblés sur le mode. D'accord. On envoie des newsletters en disant on a sorti un nouvel album de Dramedy, par exemple. Voilà. Ou on envoie des newsletters relativement régulièrement, en sachant que malgré tout, une grande partie de notre travail se fait directement au bureau, en sachant que ce qui va se passer, c'est qu'un monteur télé ou une boîte de production va nous appeler en disant on monte sur une nouvelle émission, on a besoin d'une sélection de titres qui correspondrait à nos besoins, on leur envoie une sélection et ils la montent à l'image. D'accord. Et la radio, c'est un média qui continue à être client ? Assez peu en fait. La radio est nous on travaille encore avec Radio France, mais la radio est un média qui est relativement de moins en moins consommateur de librairies. Déjà parce qu'ils sont éditeurs de leurs propres habillages, ah oui. Pour des raisons financières, et que en parallèle ils occupent beaucoup plus qu'avant l'antenne avec soit de la radio libre et qui elle ne fait que très rarement appel à un habillage, ou avec de la musique qui du coup par définition ne supporterait pas une musique supplémentaire. Donc tout ce qui est documentaire, fiction radiophonique ayant disparu, ou jeux radio même ayant un petit peu disparu de l'espace médiatique, la librairie musicale avec un petit peu sorti, ouais. D'accord, merci Rémi. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Alors non, on a. Oui et non, c'est-à-dire que de l'écurie antérieure des années 70-80. Non, je collabore encore avec des compositeurs qui sont arrivés avant mon arrivée. Alors Sauveur Malia, on pourrait encore collaborer avec lui. On n'a pas sorti d'album de Sauveur depuis très longtemps. Mais je pense à des auteurs, à des compositeurs comme Julien Imbert qui ont fait des albums juste avant mon arrivée, avec lesquels on en fait encore. On a des très bons contacts avec les compositeurs du passé. On les rencontre assez régulièrement.
On les a réunis d'ailleurs à Paris pour le tournage d'un documentaire sur la librairie musicale qui est en cours de réalisation, pas par nous, mais par un artiste qui s'appelle Sean Lee et qui est musicien aussi exactement et qui s'est piqué avec 2 autres personnes de faire un documentaire sur l'histoire de la librairie musicale et qui du coup est venu interviewer des artistes de chez nous. Ah oui, bien sûr, il y a évidemment Sauveur Malia, Marc Chantreau était là, Slim Pesin était là, Janko Nilovic était là. Julie Estardi, la fille de Bernard Estardi, était là pour parler de son père. Et j'espère que j'en oublie pas un, sinon je vais me faire... Sur le générique. Ouais. Voilà. Mais donc, et on a interviewé aussi Raymond Guyot dans une autre session, chez lui directement. Non, il n'y avait pas Michel Gonnet. Mais bon, non, il n'y avait pas Michel Gonnet. Je sais pas pourquoi il n'y avait pas Michel Gonnet. Et moi j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une musique de chez vous qu'on peut entendre en ce moment dans les médias, qu'on pourrait, maintenant qu'on sait Oui, mais en fait elle est... Oui, en fait... je veux dire, j'imagine, j'espère. En fait, sachez que... je sais pas... dans une journée d'une personne qui regarde la télévision et qui écoute Radio France, elle va a priori forcément tomber sur un morceau de chez nous. Vous dire attention, à ce moment-là, il y aura un morceau à nous, non, c'est pas possible. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à tous d'être restés pour cette rencontre. On va éteindre l'enregistrement, le micro, mais après on peut discuter sans ça. À très bientôt. Merci.